Hello tout le monde! On connaît tous l'histoire de la babysitter, payée pour garder 2 enfants pendant que leurs parents profitent de leur soirée. La soirée se passe bien, les enfants dorment à l'étage, quand soudain, la babysitter reçoit un appel. Pensant que c'est les parents, elle décroche. Mais au bout du fil, une voix effrayante lui dit « Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants ?» Paniquée, la babysitter raccroche et appelle immédiatement la police. La police retrace l'appel et lui dit d'immédiatement quitter la maison, car la personne au bout du fil se trouve au 2e étage de la maison. Cette légende urbaine, on la connaît tous et à toutes les sauces. Quoi qu'il en soit, cette histoire nous a tous traumatisés. Cependant, saviez-vous que cette légende urbaine était en fait inspirée d'une histoire bien réelle ? Avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de laisser un pouce bleu, de t'installer confortablement, et puis on est parti. Janet Christman était une adolescente de 13 ans, née le 21 mars 1938 à Boonsville, dans le Missouri. Elle est l'aînée de Charles et Lula Christman. Elle était la sœur aînée de Retta et de Cheryl. Tous 3 vivaient à Boonsville avant de déménager à Columbia, toujours dans le Missouri. Ses parents possédaient un café-restaurant appelé le Ernie's Cafe and Steakhouse, et ils vivaient au 2e étage de leur restaurant. Comme vous pouvez le constater sur la photo, Janet faisait extrêmement plus âgée que son âge, bien qu'elle n'ait que 13 ans à ce moment-là. C'était une adolescente très mature, réputée comme joyeuse, aimante et très sociable. Elle était également très sérieuse dans son travail et se donnait à fond lorsqu'elle avait un objectif. Elle étudiait au Jefferson Junior High School et pratiquait diverses activités extrascolaires en dehors, comme le piano, le chant, et elle participait également à la chorale de son église. Et étant l'adolescente sérieuse et mature qu'elle était, il n'était pas rare qu'elle fasse du babysitting dans le voisinage pour gagner son propre argent de poche puisqu'elle ne voulait pas en demander à ses parents. Le samedi 18 mars 1950, Janet était conviée à la boum de son école. C'était une espèce de soirée dansante où tous les élèves étaient conviés pour qu'ils puissent passer une bonne soirée à s'amuser. Janet avait prévu d'y aller, mais on lui a proposé de faire du babysitting ce soir-là. Ça tombait bien, puisque Janet économisait depuis un moment pour s'acheter cette combinaison rouge bordeaux qu'elle avait repérée et qu'elle souhaitait porter pour Pâques. Donc vous l'aurez deviné, Janet a préféré gagner de l'argent plutôt que d'aller s'amuser. De plus, elle allait faire du babysitting ce soir chez les Romack, une famille qu'elle connaissait et qu'elle affectionnait beaucoup. Elle avait déjà travaillé pour eux, elle adorait leur fils Grégory, et les Romack l'adoraient aussi en retour. Il faut savoir que les parents de Janet Christman étaient très protecteurs et ne la laissaient faire du babysitting uniquement chez 2 familles. Ces 2 familles étaient les Romack et les Muller. C'était 2 familles de voisinage qu'il connaissait bien et qu'il côtoyait. Anne Romack était enceinte et souhaitait profiter d'une de ses dernières soirées avant que le bébé n'arrive. Le seul problème avec ce babysitting, c'est qu'en fait la maison des Romack était isolée par rapport au reste de la ville. Ils vivaient dans une maison assez excentrée, isolée, ce qui faisait que le soir elle était très sombre, donc ce n'était pas l'idéal pour une gamine de 13 ans. Janet arriva chez les Romack à 19h30 et ils lui firent un tour rapide de la maison avec quelques consignes à suivre. Anne Romack dit à Janet que Grégory adorait s'endormir au son de la radio et que donc il ne poserait pas de problème particulier. Ed Romack, lui, en tant qu'américain typique, lui montra comment utiliser son fusil en cas d'urgence. Cette information m'a fait quand même sourire parce que je me suis dit c'est quand même pas très commun d'aller faire du babysitting chez quelqu'un et il te dit bah tiens, voilà comment utiliser mon flingue en cas de problème. Mais bon, c'est les États-Unis, c'est les années 50, donc pour eux c'est normal. Après ce rapide petit tuto fusil, Ed Romack dit à Janet de s'enfermer dans la maison et de n'ouvrir à personne. Elle n'avait qu'à allumer la lumière du porche si quelqu'un venait à toquer ou à sonner pendant la soirée. Ainsi, elle verrait qui se présentait à la porte. C'est ainsi que Anne et Ed Romack laissèrent Janet Christman seule dans leur maison et partirent pour leur soirée. Comme prévu, Grégory, 3 ans, dormait paisiblement à l'étage, mais autant vous dire que ce n'était pas du tout la soirée de babysitting idéale. En effet, la météo s'était dégradée au cours de la soirée et là la tempête battait son plein. Il grêlait, il pleuvait de la neige fondue et les températures ne dépassaient pas moins 6 degrés. Autant vous dire qu'il faisait très sombre dehors et qu'il n'y avait pas un chat puisque les gens étaient déconseillés de sortir. J'imagine que Janet n'était pas très sereine à ce moment-là. Dans les environs de 10h30, l'officier Ray McCowan reçut un appel très étrange. Au bout du fil, une jeune fille semblait terrifiée et était hystérique. Elle eut à peine le temps de crier « Venez vite !» que l'appel coupa, laissant l'officier avec le long bip de la tonalité. Malheureusement, la jeune fille n'avait pas eu le temps de donner son adresse ni son nom. Pire encore, il était impossible de retracer l'appel puisque l'équipe chargée de retracer les appels était déjà partie depuis un moment. Pour ce faire, ils utilisaient un appareil de retraçage que seuls eux savaient utiliser. Étant les années 50, il était hors de question de parler de GPS, de traçage mobile, puisque ça n'existait pas à l'époque, donc on peut imaginer que sans ces personnes pour retracer l'appel, c'était fichu. J'imagine même pas l'état dans lequel était le policier à ce moment-là. Il se retrouvait dans une situation où une jeune fille en détresse lui demandait de l'aide et lui ne pouvait rien faire.
Entre-temps, la soirée battait son plein à la Moon Valley Villa où Anne et Ed Romack passaient la soirée. Ils étaient accompagnés de plusieurs amis, dont la famille Muller. Anne Romack décida de passer un rapide coup de fil à la maison pour voir si la soirée se passait bien. Constatant que Janet ne répondait pas au téléphone, elle se dit que Janet s'était sûrement endormie vu l'heure qu'il était. La soirée continua un petit peu, puis à 1h15 du matin, Anne et Ed Romack décidèrent qu'il était temps de rentrer. Ils arrivèrent chez eux dans les environs d'1h30. Anne Romack passa la clé dans la serrure de la porte et constata que celle-ci était déverrouillée. Il trouva ça très étrange, puisqu'il avait dit formellement à Janet de rester enfermée à l'intérieur de la maison, et surtout de n'ouvrir à personne. Ils s'aperçurent également que la porte arrière était également déverrouillée et que la lumière du porche était allumée. En faisant le tour de la maison, ils constatèrent qu'une des vitres du côté de la maison était également brisée. C'est inquiet qu'ils pénétrèrent dans la maison, et là, ils eurent une vision d'horreur. Sur le tapis de l'entrée de la maison, gisait le corps sans vie de Janet Christman dans une mare de sang. Elle était inerte, les jambes écartées. Elle semblait avoir été abusée sexuellement avant d'être assassinée. Mais ce qui était étrange, c'est qu'elle avait également plusieurs blessures perforantes sur tout le reste de son corps. Et ces blessures semblaient avoir été faites par un critérium, un crayon porte-mine. C'est vraiment pas le genre de blessure très courante. Elle avait également plusieurs griffures sur le visage qui montraient qu'elle s'était débattue avec son agresseur. Évidemment, à la vue du corps meurtri de la pauvre Janet, Anne Romack fonça à l'étage pour voir si son fils allait bien. Étrangement, et surtout heureusement, Gregory était toujours paisiblement endormi et ne semblait pas avoir assisté au crime. Les enquêteurs arrivèrent et constatèrent rapidement que Janet Christman avait été tuée par asphyxie. En effet, autour de son cou était encore nouée une corde de fer à repasser qui avait été découpée à l'aide de ciseaux de couturier. Le téléphone de la maison était également décroché et pendait à quelques mètres du corps de Janet. Le bureau d'enquête du département fut informé et l'enquête commença assez rapidement. Plusieurs indices indiquaient que Janet avait littéralement lutté pour sa vie puisque des empreintes et des traces de sang étaient retrouvées de partout dans la cuisine et dans le salon. Cette affaire a rapidement fait le tour de la ville et a fait la une des journaux. La population était terrifiée à l'idée qu'une enfant de seulement 13 ans ait pu subir de tels sévices. Pire encore, le responsable de ce crime atroce était encore en liberté. Les enquêteurs indiquaient à la population de leur signaler toute personne ayant un comportement suspect depuis les meurtres et qui présenterait des blessures ou des griffures. Malheureusement, malgré la réactivité des enquêteurs et l'engouement autour de cette affaire, elle connut rapidement de forts ralentissements. En effet, l'affaire avait été prise en main par 2 juridictions. Il faut savoir que les États-Unis fonctionnent en juridiction, donc il y a plusieurs départements de police selon les États, voire les villes. Et chaque juridiction a sa propre organisation judiciaire et manière de gérer les enquêtes. Et la maison des Romack, en fait, se situait pile entre 2 juridictions. Malheureusement, ces 2 départements de police n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur plusieurs éléments importants de l'enquête. Par exemple, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur la manière dont le meurtrier a procédé pour pénétrer dans la maison. Les policiers étaient persuadés que le criminel était entré par la fenêtre. Il aurait alors brisé la vitre, serait rentré dans la maison, aurait commis son crime, puis serait ressorti soit par la fenêtre ou par la porte. Cependant, il y avait un petit problème. Sous cette fenêtre se trouvait un piano. Pour accéder à la maison, le meurtrier devait casser la vitre, entrer par la fenêtre, donc marcher sur ce piano, commettre son meurtre, et s'il voulait sortir de la maison, il fallait faire le procédé inverse, donc escalader le piano et sortir par la vitre. Or, le piano avait été nettoyé et lustré quelques jours avant, et il était impeccable, c'est-à-dire qu'on n'a retrouvé aucune empreinte, aucune trace de pas ou de boue, quelconque indice qui pourrait dire qu'effectivement quelqu'un avait marché ou touché ce piano. Pour les policiers de l'autre juridiction, il était donc impossible que le tueur soit passé par la fenêtre. Il était plus logique pour eux que le tueur passe par la porte, ce qui expliquerait les portes déverrouillées et la lumière du porche allumée. Pour eux, Janet Christman devait forcément connaître le meurtrier ou du moins lui faire confiance pour lui ouvrir la porte. La fenêtre aurait donc été cassée pour mener les enquêteurs vers une fausse piste. L'arme du crime était également très intéressante. Comme je vous l'ai expliqué plus tôt, il s'agissait de la corde d'un fer à repasser, qui avait été découpée avec des ciseaux. Cependant, Anne Romack était formelle. Ce fer à repasser ainsi que les ciseaux étaient rangés dans la salle de couture qu'elle possédait dans sa maison. Il était donc très peu probable qu'un inconnu ait profité de l'absence des parents pour commettre un meurtre opportuniste, serait rentré dans la maison qu'il ne connaissait pas, serait allé dans la pièce de couture pour prendre un fer à repasser, les ciseaux, découper, etc. De toute façon, personnellement, si j'étais meurtrière, c'est pas le cas, je serais allée directement dans la cuisine où il y a les couteaux, ou je serais dans le salon, j'aurais pris le premier truc qui peut servir d'arme. Je ne suis surtout pas en train de vous donner des idées là. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans la barre de commentaires si vous pensez que le meurtrier est rentré par la fenêtre ou plutôt par la porte. Bon, vous vous doutez bien, les policiers commençaient à devenir dingues, ils voulaient absolument résoudre l'enquête et la liste des suspects s'allongeait. Cependant, comme on est dans les années 50, faut pas l'oublier, les policiers se sont plutôt concentrés vers des suspects de couleur noire. Donc ils ont pris tous les noirs
un peu suspects qu'ils avaient rencontrés dans le village et ont procédé à l'interrogatoire. Évidemment, c'était pas forcément une stratégie très pertinente et finalement ils ont juste perdu du temps, de l'énergie et l'enquête a continué à stagner. Cependant, les policiers se réintéressèrent à une affaire qui s'était passée 4 ans en arrière dans la même ville. En effet, le 5 février 1945, Mary Lou Jenkins, une jeune fille de 20 ans, avait été retrouvée morte sur le sol de son salon, alors qu'elle était seule chez elle. Elle avait été abusée et étranglée avec une corde. En plus d'être un peu similaire au cas de Janet Christman, le crime s'était déroulé à moins de 2 km de la maison des Romack. À l'époque du meurtre de Mary Lou Jenkins, un homme avait été arrêté pour ce meurtre. Il s'agissait de Floyd Cochrane, 35 ans, qui était éboueur dans la ville. Il avait été arrêté en 1946 pour le meurtre de sa femme et après des heures d'interrogatoire, il avait également avoué le meurtre de Mary Lou Jenkins. Il fut condamné à mort en 1947. Cependant, quelques heures à peine avant son exécution, Cochrane se rétracta et jura qu'il n'était pas du tout coupable dans le meurtre de Mary Lou Jenkins et qu'il avait été forcé à avouer en plus du meurtre de sa femme. Cependant, la justice, elle ne voulait rien savoir, l'affaire était bouclée, ils avaient leur meurtrier et donc ils exécutèrent Cochrane. Avec le meurtre de Janet Christman, il était intéressant de se demander si le meurtrier de Mary Lou Jenkins n'était pas en liberté depuis tout ce temps et n'avait pas recommencé. Finalement, à force de discussions avec l'entourage de Janet, un potentiel suspect très intéressant commença à voir le jour. Il s'agissait de nul autre que Robert Muller, 27 ans à l'époque des faits. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'était un très bon ami des Romack, mais il connaissait également très bien la famille de Janet Christman. Étant donné qu'il était bon ami des Romack et qu'ils se connaissaient depuis le lycée, il connaissait évidemment très bien leur maison. Muller avait servi la Army Air Force en tant que capitaine pendant la Seconde Guerre mondiale, puis il s'installa à Columbia dans le Missouri, où il reprit le restaurant de son père et exerça en tant que tailleur. Fait très intéressant, Muller était réputé pour toujours se balader avec un critérium, donc un crayon porte-mine, accroché à la poche de sa chemise. Les Romack, eux, bien qu'amis de Muller, avaient confié aux enquêteurs qu'ils le trouvaient très creepy quand même. Ils disaient que c'était un homme bizarre, voire pervers. Anne Romack disait qu'elle était toujours mal à l'aise dans sa présence, puisqu'il la regardait toujours avec insistance, avec un regard de pervers, quoi. Elle dit même aux enquêteurs que la veille du meurtre de Janet, elle avait invité Robert Muller chez elle puisqu'elle avait une robe à repriser et que Muller, en tant que tailleur, elle comptait sur lui pour l'aider à repriser sa robe. Cependant, Anne avait dit qu'il avait une attitude très déplacée à ce moment-là. Il faisait semblant de l'aider à ajuster sa robe, mais il en profitait bien pour essayer de la toucher un petit peu à des endroits très indiscrets et de manière très déplacée. Pire encore, Ed Romack confia aux policiers que Robert Muller avait déjà fait des remarques assez déplacées et très bizarres à l'égard de Janet Christman. Il l'avait dit qu'il l'aimait bien et il avait aussi fait des commentaires sur son corps. Rappelez-vous, on parle d'une gamine de 13 ans. Avec toutes ces petites coïncidences et ces petits indices, il est normal de se demander si Robert Muller n'était pas le coupable. C'est un tailleur, il se balade toujours avec un critérium, c'est un mec un peu bizarre, donc un creep. On sait aussi que Muller était tout à fait au courant du babysitting de Janet Christman, puisqu'en fait il avait également appelé ce jour-là, donc ce samedi 18 mars 1950, pour lui proposer de faire du babysitting chez lui, pendant que sa famille irait à la même fête que les Romack. Évidemment, comme Janet était déjà prise chez les Romack, elle lui dit qu'elle devait travailler chez eux ce soir-là. Et vous allez me dire, si Robert Muller était présent à cette soirée, comment il aurait pu faire le trajet, tuer la petite et revenir à la soirée? Figurez-vous que les personnes présentes à cette soirée avaient confirmé que Robert Muller avait bien quitté la soirée à un moment. Et il n'est revenu que 2 heures après. Il avait alors expliqué qu'il devait voir un médecin qui devait s'occuper de son fils. Ce que tout le monde trouva déjà étrange, puisque quel médecin prend un patient à 23h minuit? Les policiers, évidemment, sont vite allés voir le médecin pour demander confirmation, et le médecin nia en bloc avoir reçu Robert Muller ce soir-là. Plus les policiers enquêtèrent sur Muller, et plus ils trouvaient d'indices. Par exemple, il appela les Romack le lendemain du meurtre pour leur proposer de les aider à nettoyer la scène du crime. Or, à ce moment-là, seuls les Romack, les policiers et éventuellement la famille de Janet étaient au courant qu'il y avait un crime qui s'était déroulé la veille. Et là, alors l'élément troublant, plus incriminant que ça, tu meurs, écoutez ça bien, Robert Muller s'est permis de donner plein de théories, parmi lesquelles il aurait dit « Moi, je pense qu'il est plus facile de rentrer par la porte que par la fenêtre. Le meurtrier avait qu'à sonner et dire que Ed l'avait envoyé chercher des jetons de poker. Et si Janet le connaissait, c'était bingo, il pouvait juste entrer et commettre son crime. Ou alors elle lui ferait confiance à propos des jetons de poker. C'est un peu précis, non, comme hypothèse. Quoi qu'il en soit, avec toutes ces preuves, les policiers étaient obligés d'embarquer Muller.
Et là, événement étrange, au lieu d'amener Muller dans le poste de police pour l'interroger, il l'a mené dans une grange abandonnée au milieu d'un champ et ils l'ont interrogé toute la nuit. Alors là, j'ai pas compris pourquoi. Évidemment, Muller n'a rien avoué et aucune information supplémentaire n'est parvenue aux policiers. De plus, je pense qu'ils ont pris un gros risque en faisant ça, puisque bon, on sait pas trop ce qui s'est passé là-bas, quoi. Les enquêteurs ne voulèrent pas lâcher l'affaire et lui ont fait donc passer un polygraphe. Donc c'est un détecteur de mensonges. Muller a passé les tests avec succès et donc les policiers ont été obligés de le relâcher. On sait tous que les détecteurs de mensonges ne sont pas fiables à 100%, surtout dans les années 50 et qui ne sont pas valables en cours. Par contre, ils peuvent quand même indiquer plus ou moins la culpabilité d'une personne. Et là, on arrive à la partie très frustrante de la vidéo. Avec tout le bourbier, les désaccords entre les policiers, etc. dans l'enquête, les enquêteurs ont décidé de remettre le dossier à un grand jury afin que lui tranche sur la culpabilité ou non de Robert Muller. Donc selon Wikipédia, un grand jury est constitué de personnes au sein d'un tribunal et on leur confie des dossiers et eux sont amènes à juger si on peut prendre des charges envers quelqu'un ou pas. Malheureusement, après étude du dossier et ce malgré les indices et les nombreuses preuves qui s'y trouvaient, le grand jury a pointé du doigt les désaccords entre les deux juridictions qui étaient incapables de se mettre d'accord sur un déroulement des faits et donc a décidé de laisser tomber les charges. Pour le grand jury, il n'était juste pas apte à prendre des mesures contre Muller. Muller est donc ressorti libre et lavé de toute culpabilité. Il en a profité pour quitter la ville et s'installer en Arizona. Tant qu'à faire, il a même eu l'audace de porter plainte contre les officiers, mais bon, heureusement, il a perdu. Quoi qu'il en soit, il a pu vivre sa vie tranquillement jusqu'en 2006, où il mourut de cause naturelle à l'âge de 83 ans. Il a donc emporté avec lui le secret de ce qui s'est réellement passé ce soir du samedi 18 mars 1950. Les parents de Janet, eux, vous pouvez l'imaginer, ils étaient complètement dévastés puisqu'ils ont non seulement perdu leur fille d'une manière aussi atroce, mais en plus ils n'ont jamais eu justice. Cependant, bien que l'affaire se soit peu à peu éteinte au fur et à mesure des années, l'histoire tragique de la jeune fille joviale, aimante et sérieuse qui économisait pour s'acheter sa petite combi pour Pâques reste quand même dans les mémoires. Son histoire traverse donc les âges et les pays, notamment à travers de films comme Terreur sur la ligne ou When a Stranger Calls, ou encore les légendes urbaines comme l'histoire que je vous ai racontée au début. Le fait de se passer cette histoire de génération en génération nous permet aussi de nous rendre compte qu'on n'est jamais vraiment en sécurité où que l'on soit. Voilà, c'est tout pour cette triste histoire, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans la barre de commentaires vos théories si vous pensez Robert Muller coupable ou pas. Évidemment, restez polis et courtois entre vous et pour la mémoire de Janet et sa famille. Moi personnellement, je pense que Robert Muller a bien quelque chose à faire avec cette histoire, mais bon, on ne saura jamais en fait malheureusement. Ce que je trouve triste, c'est qu'on connaît tous la légende urbaine, voire le film Terreur sur la ligne, mais très peu d'entre nous connaissaient l'affaire en elle-même, l'affaire réelle qui a inspiré ces histoires. Et je trouvais qu'il était important de préserver la mémoire de la petite Janet Christman 72 ans après les faits. Je voulais aussi vous montrer que derrière les légendes urbaines, qui sont des histoires à dormir debout, se cachait souvent une réalité encore plus effrayante encore. Avant de quitter la vidéo, n'oublie pas de laisser un pouce bleu, de t'abonner à ma chaîne, de t'abonner à mes réseaux sociaux, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!